Bonjour, ou plutôt bonsoir à tous, et bienvenue à la Maison de la Poésie pour une rencontre qui sera double, si je puis dire, puisqu'il s'agit d'abord d'une rencontre avec Catherine Millet, directrice de la revue Art Press, auteure de La vie sexuelle de Catherine M, qui s'est vendue, je crois, à plus de 2 millions d'exemplaires dans le monde, de Jours de souffrance et d'une enfance de rêve, qui forme en fait une sorte de trilogie autobiographique, si je puis dire. Rencontre double donc, puisque Catherine Millet est ici pour nous parler d'un essai qu'elle a publié récemment, Aimée Lawrence, aux éditions Flammarion, qui est un essai qui invite en fait à redécouvrir finalement l'auteur un peu oublié de l'amant de Lady Chatterley. Puisque c'est vrai que je pense que quand on dit D.H. Lawrence, en fait, beaucoup de gens ne font pas immédiatement l'association avec son œuvre, et c'est seulement quand on dit l'amant de Lady Chatterley que finalement, parfois, l'écho se réveille. Déjà, ce que je voudrais vous demander, Catherine, c'est de nous parler de D.H. Lawrence, qui elle était, et pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressée à lui? Il a été considéré de son vivant comme un des plus grands auteurs, et je crois que les Anglais le considèrent encore comme un de leurs plus grands écrivains. Il était né en 1885, hein, c'est ça que vous me demandez. Il était né en 1885 et il est mort très jeune, il avait 44 ans quand il est mort, il était tuberculeux comme beaucoup d'autres personnes de sa génération, comme notamment Catherine Mansfield, avec qui il était très ami et qui est morte aussi de la tuberculose quelques années auparavant. Alors, il est fils de mineur. Et alors, c'était un fils de mineur, d'ailleurs, comme en témoignent ses premiers écrits. C'est quelqu'un qui a commencé à publier très très jeune, des poèmes, mais aussi très tôt des romans. Son premier roman, il l'a écrit, il avait 21 ans, donc quand même, c'était pas si mal. Et c'est une œuvre énorme, vraiment énorme. Si vous voyez l'état de mon bureau encore aujourd'hui, parce que je n'ai pas encore rangé, mais ça occupe des linéaires, tout ce qu'il a pu écrire, il a énormément voyagé. Finalement, à partir du moment où il a quitté l'Angleterre, il y est revenu relativement peu. Et voilà, c'était un romancier, c'était un poète. Il a publié plusieurs recueils de poésie. Il a écrit des essais. Il y a des ouvrages qui recueillent ses articles publiés à droite et à gauche. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? En tout cas, il reste aussi donc comme l'auteur de L'amant de Lady Chatterley. Alors évidemment, il est connu comme étant l'auteur de ce livre scandaleux. Qui a été interdit qu'il a publié, il faut le savoir, il l'a d'abord publié à compte d'auteur, parce qu'évidemment, aucun éditeur ne voulait se charger de cette tâche-là. Il l'a publié en Italie, et dès que les exemplaires sont arrivés en Angleterre, tout de suite, la police les a saisis. Et les Anglais ont dû attendre 1960. Les éditions Penguin au bluff, ils sont allés au bluff, ont sorti une édition, il y a eu un procès, et là, les éditions ont gagné, les temps avaient changé, les mentalités s'étaient ouvertes, et à ce moment-là, le livre a été accessible aux anglophones tout à fait librement. Et je souligne toujours que nous avons eu un peu plus de chance en France, puisque la traduction chez Gallimard est parue en 1932 avec une postface d'André Malraux. Voilà. Alors évidemment, la polémique très forte liée au livre, donc elle est liée à deux tabous qui ont été brisés principalement, je dirais. Alors c'est lequel, le deuxième? Alors moi je pensais au premier, donc oui. Les scènes de sexe, oui. Et le deuxième à la transgression des classes sociales. Oui, bien sûr, c'est ça en effet, c'est-à-dire qu'il y avait peut-être même trois sujets de scandale. Le premier, c'était qu'il abordait très frontalement la question du plaisir sexuel. C'est pas simplement les descriptions des scènes sexuelles.
ne concerne pas simplement, disons, l'acte lui-même, mais tout ce qui l'entoure, tout ce qui l'amène. Enfin bon, donc il y avait la description des scènes sexuelles très, très crues. Il y avait l'utilisation d'un certain vocabulaire. Il s'en est beaucoup expliqué ensuite, mais délibérément, il n'est pas lui qui était un très grand poète et qui a beaucoup utilisé notamment les descriptions de la nature de façon métaphorique pour transmettre quelque chose d'ordre sexuel ou du moins sensuel, a utilisé dans ce livre un vocabulaire faisant même appel, alors ça évidemment on le perçoit moins dans les traductions, mais utilisant même un langage très populaire, puisque l'amant de Lady Chatterley, c'est le garde-chasse, et donc c'est un homme du peuple et qu'il utilise son vocabulaire à lui. Et donc je pense que ça aussi devait être très, très choquant, parce qu'après tout, il y avait déjà eu des romans qui racontaient des scènes d'amour, mais dans ce vocabulaire-là, qui est le vocabulaire même sexuel, c'était encore choquant. Et en effet, vous avez raison, l'autre sujet de scandale, c'était que cette femme, pour trouver le plaisir... oui, parce que pour mémoire, pour ceux qui n'auraient pas lu Lady Chatterley, elle est mariée. Alors, disons deux mots du roman lui-même. En effet, Lady Chatterley est une jeune femme mariée à un homme qui a été blessé pendant la guerre de 14, qui est un aristocrate, un grand propriétaire terrien, qui devient aussi un propriétaire de mines, parce que c'est aussi tout le contexte, c'est la transformation de cette société anglaise qui s'industrialise. Et cet homme, suite à ses blessures, est impuissant. Et c'est une fille libre, elle a déjà eu des expériences sexuelles avant son mariage, elle en a après son mariage, elle se trouve dans un premier temps un jeune amant qui est de son milieu, qui est un auteur de théâtre, un intellectuel, mais voilà, qui en tant qu'amant, c'est peut-être un bon auteur de théâtre, mais c'est vraiment un piètre amant. et donc elle reste avec cette insatisfaction jusqu'à ce qu'elle croise... ce garde-chasse, qu'il faut dire est assez... je disais, c'est vrai, il parle un langage parfois très, très populaire, mais en même temps, pour limiter un petit peu le scandale, Laurence en a fait un personnage un peu cultivé quand même, avec quand même un peu... Il est un peu polissé, ce garde-chasse. Mais enfin, c'est quand même le domestique, voilà. Et donc, cette femme finit par trouver le plaisir avec quelqu'un qui la déclasse. Voilà. Et de ça aussi naît le scandale. Alors, ce que vous dites à un moment dans votre essai, c'est qu'en vérité, le livre est né d'une part du fait que quelqu'un vous a proposé d'écrire un article sur D.H. Lawrence en se disant « Ah, l'auteur de la Lydie sexuelle de Catherine Hahn qui parle de Lady Chatterley, ça va être super. » Oui. Et alors, l'ironie de l'histoire, c'est qu'en fait, vous n'aviez pas lu D.H. Lawrence à ce moment. Non, et des fois, je me suis interrogée pourquoi j'avais jamais lu Lawrence, mais simplement parce que moi, ma génération, on est allé, concernant la littérature anglaise, puiser ailleurs. Moi, j'ai été une très grande lectrice de Virginia Woolf à une époque, et puis Notre Dieu, c'était Joyce, évidemment, pour tout le travail sur la langue, comme ça, très, très avant-gardiste. Voilà, j'étais dans ce courant-là. Et donc Lawrence était considéré comme un auteur plus conventionnel et qu'on avait laissé de côté. Donc je m'y étais pas intéressée et bon, ça m'a amusée. Je me suis dit, tiens, cette occasion m'est donnée de lire enfin Lady Chatterley. Alors j'ai découvert à l'occasion qu'il y avait 3 versions du roman, ce qui était très habituel chez Lawrence. Pratiquement tous ses romans existe sous 2, 3, parfois encore plus de versions. C'était sa façon de travailler. Il écrivait un premier jet et puis, comme il dit lui-même, il le mettait dans un tiroir, puis il réécrivait entièrement son roman, et puis voilà, puis une 3e fois. Bon, donc moi, quand on m'a commandé cet article, comme je suis une fille scrupuleuse, je me suis enfilé les trois versions de Lady Chatterley. Et alors, c'est vrai...
je disais à l'instant, j'appartiens à la génération qui a fait de Joyce un dieu pour son travail sur l'écriture, pour cette déconstruction qu'il a opérée de la langue. Et donc, la langue de Laurence, dans un premier temps, ça ne m'a pas vraiment séduite parce que moi, j'aime les textes très travaillés et ce n'est pas que c'est pas travaillé, Laurence, mais c'est, d'ailleurs, en parlant des différentes versions d'un même roman, je crois que je commence à faire comprendre que c'était une écriture extrêmement libre. Voilà, il le disait lui-même, il démarrait un roman, il ne savait pas à quoi il allait aboutir, en fait. Il n'avait pas un plan, il n'avait pas de plan. Sa technique, c'était donc d'écrire un premier jet, puis un deuxième, puis un troisième. Les romans, des fois on a l'impression, c'est pas des romans. En fait, les romans sont quand même pas des romans au sens traditionnel, c'est-à-dire ça part des fois un peu dans tous les sens. Il y a des digressions, on ne sait pas très bien quel rapport direct avec l'intrigue, mais l'intrigue elle-même, souvent, elle est très très mince. Et puis c'est quelqu'un à qui on a beaucoup reproché les répétitions. Voilà, dans une même page, alors, un truc que les Français détestent absolument, on vous l'interdit. À l'école, on apprend, première chose, faut pas répéter. Bon, or, dans les pages de Laurence, vous avez parfois 2 fois, 3 fois, 4 fois le même mot qui revient. Et finalement, une fois qu'on a accepté ça, qu'on oublie la mauvaise éducation, la mauvaise éducation, voilà, c'est ça. En fait, c'est très agréable parce que, je crois que je dis ça à un moment donné dans le livre, c'est comme si, vous savez, quand un ami s'adresse à vous, vous raconte une histoire, il la raconte dans le désordre souvent, et puis il insiste et il répète la même chose en craignant que vous n'ayez pas entendu ou pas compris. C'est un peu comme ça, en fait. Quand on s'installe dans la lecture de Laurence, on a l'impression qu'il est là, à côté de vous, et qu'il vous raconte son histoire, lui, directement. C'est presque sa voix. Et finalement, moi, comme je n'arrête pas de le répéter là depuis 3 semaines, je suis tombée amoureuse de Laurence. Voilà. Et alors, ce que vous dites aussi au début de votre essai, c'est que donc, Laurence et vous avez un point commun, c'est que vous êtes intéressés par la façon de dire l'acte et les comportements sexuels. Oui. Et si vous aviez lu Laurence avant, dites-vous dans votre essai, peut-être que vous n'auriez pas écrit La vie sexuelle de Catherine M. En tout cas, j'aurais été beaucoup plus inhibée pour ce qui serait le comble pour l'écrire, parce qu'en fait, moi, ce qui m'a beaucoup frappée dans la lecture de Lady Chatterley, c'est justement la description des scènes sexuelles et pas simplement des scènes sexuelles réussies, parce que il y a l'évocation, même la description d'un orgasme, de l'orgasme, le premier orgasme éprouvé par Constance Chatterley, qui est je trouve d'une vérité troublante. Enfin, quand on se dit c'est un homme qui a écrit ça, mais il a dû beaucoup écouter les femmes autour de lui et beaucoup les interroger sur leurs sensations pendant l'acte sexuel, parce que voilà, je me dis, mais comment se fait-il que moi, je n'ai pas écrit aussi bien un orgasme féminin? Il y a ça, et alors, encore plus surprenant, il y a, avant la découverte de l'orgasme, il y a des scènes qui sont au contraire les scènes où ça rate, où elle a très envie de se donner au garde-chasse, elle se laisse faire, il lui fait l'amour, et elle éprouve rien du tout. Et elle est très déçue. Et le récit de cette déception, de ce ratage, est d'une justesse absolument extraordinaire. Et c'est ça aussi qui m'a beaucoup frappée, parce que je me suis dit, mais ça concerne quand même beaucoup de femmes. La question de la satisfaction. La question de la satisfaction, parce qu'on parle sans doute beaucoup plus facilement aujourd'hui que du temps de Laurence, bien sûr, mais que même il y a, je ne sais pas, 20 ou 30 ans de sexualité. Enfin, disons qu'on parle très librement de sexualité depuis les années 70, en gros, disons. Et puis que les mœurs, il y a beaucoup plus de tolérance dans nos sociétés quand même aujourd'hui qu'auparavant. Mais il y a quand même
il y a quand même un tabou qui reste, qu'on ne parle pas si facilement de l'insatisfaction, de toutes les fois où c'est pas si bien, etc. Parce que tout le monde est un petit peu comme ça dans l'obligation de la performance et de la réalisation de soi et de l'épanouissement par la sexualité, etc. Bon. Et ça, moi, j'étais très sensible à cette attention portée par un homme à la sexualité féminine, en tenant compte aussi, pas simplement des moments où l'homme, justement, satisfait la femme, mais des moments où il la déçoit. Voilà. Alors, il y a finalement eu un malentendu à l'origine du scandale autour de l'amant de Lady Chatterley. Finalement, il y a peut-être aussi eu un malentendu à l'origine du succès immense de la vie sexuelle de Catherine M. Allons bon. Je pense, pour le coup, à ce que vous auriez en commun, à savoir que peut-être que des personnes ont imaginé qu'elles allaient lire un livre érotique. Ah oui, ça, il y a eu beaucoup, oui, oui. Mais j'ai même eu affaire à des gens qui m'ont dit, vous savez, j'ai acheté votre livre parce que je pensais que c'était excitant, mais alors là, vraiment, c'est pas le cas. Hein. Bon, alors, j'ai entendu ce reproche, bien sûr. Puis, ceci dit, tout dépend de la libido de chacun, hein, parce qu'il y a aussi ceux qui m'ont dit, mais qui trouvaient que c'était excitant, donc voilà. Donc tant mieux pour. Bon, tant mieux, oui, oui. Voilà, il y a 1 million de satisfaits, 1 million d'insatisfaits. Si les choses s'équilibrent. En tout cas, ce que je voulais dire par là, c'est que L'amant de Lady Chatterley n'est pas un texte en soi hédoniste, érotique, non. Dans le sens... non, les descriptions du plaisir sont comment dire, vous touchent beaucoup quand même. Donc quand je parle de mon livre en ce moment avec des amis autour de moi et qu'on me dit, tu sais, je l'ai lu, j'avais 16 ans ou 17 ans, et quand même, ça m'a fait de l'effet. Certes, ça fait quand même de l'effet. Donc, on peut prendre, en tout cas, certains de ces passages comme de la littérature érotique. Mais en effet, c'était sûrement pas le projet de Laurence d'écrire un livre érotique. Il voulait parler de ce qu'était la réalité des rapports entre les hommes et les femmes. Ça a été son thème principal, je crois, à travers tous ses romans et encore beaucoup de ses essais. C'était ça qui le préoccupait. Je veux dire, en fait, Laurence est peut-être l'auteur qui a constaté l'émancipation féminine, hein, puisque... il a vécu entouré de femmes très libres. Il a vécu au début du XXe siècle, c'est-à-dire dans cette période où les mouvements féministes ont commencé à surgir, c'était déjà le 19e, mais à s'affirmer, où les femmes ont d'ailleurs, en Angleterre plus vite alors là qu'en France, obtenu le droit de vote. Il a eu des amis qui étaient de vrais suffragettes, donc il a constaté cette émancipation des femmes qui était aussi une émancipation sexuelle, parce qu'une femme qui s'assume socialement, économiquement, elle a aussi la liberté de choisir ses partenaires. Et il s'est posé la question, qu'est-ce que ça transforme du rapport entre les hommes et les femmes? Voilà, je crois que c'est ça son obsession, c'est qu'est-ce que l'émancipation des femmes a pour conséquence dans les rapports entre les sexes. Alors, je crois que je vous avais demandé de choisir, pour qu'on puisse entendre un petit peu la voix de Laurence, un passage. Alors, vous n'allez pas nous lire le passage sur l'orgasme de Lady Chatterley? Oui, non, bien sûr, j'y ai pensé, mais enfin, ça m'aurait un peu embarrassée. Donc, vous allez plutôt nous lire un passage qui est issu, en fait, de la défense de Lady Chatterley, puisque Laurence a écrit pour défendre cette ouvrage. Oui, alors, évidemment, il a été très blessé par l'interdiction du livre, et blessé peut-être aussi par certains écrits, certains articles qui sont quand même aussi parus assez vite sur le livre, ou la réaction de certaines personnes autour de lui. Et il a écrit en plusieurs fois d'ailleurs un essai qui avait été aussi traduit à peu près en même temps que le roman par Gallimard. Ça, c'est une petite réédition aux éditions de La Différence. Alors, bon, je lis un passage qui n'a pas directement trait d'ailleurs à l'interdiction du roman, mais qui est plutôt une réflexion sur ce que la sexualité telle qu'elle commençait à se vivre
donc au début du XXe siècle, transforme elle intervient dans la vie amoureuse, en fait. Bon. Je suis profondément convaincue qu'aucune autre époque n'a souffert d'une méfiance pareille entre individus, sous le couvert d'une confiance sociale superficielle, quoique sincère. Parmi tous mes amis, je n'en connais guère qui me voleraient mon portefeuille ou me laisseraient m'asseoir sur une chaise où je risquerais de me blesser. Mais je suis certain, par contre, que tous, sans exception, n'hésiteraient pas à tourner mes émotions en ridicule. Ce serait plus fort qu'eux. C'est l'esprit des temps actuels. Voilà pourquoi l'amour s'en va et l'amitié de même, car ces deux sentiments ont besoin pour vivre d'une émotion fondamentale qu'on nomme la sympathie, d'où notre contrefaçon de l'amour, qui est un piège sans issue. Et là où il n'y a que des émotions contrefaites, aucune sexualité véritable ne saurait exister. Car la sexualité est la seule chose que l'on ne puisse pas duper. Pourtant, elle se trouve aujourd'hui au centre de la pire des impostures, la contrefaçon des sentiments. Plus on s'approche de la sphère sexuelle, et plus cette contrefaçon augmente. Mais sitôt que l'on touche au centre, tout s'effondre, la supercherie est démasquée et réduite à néant. Car la sexualité déchire et flagelle sans pitié les émotions simulées et tout faux amour. Voyez quelle haine impitoyable finissent par se vouer les êtres qui ne se sont pas vraiment aimés, bien qu'ils l'aient parfois cru, et qu'ils aient agi en conséquence. N'est-ce pas un phénomène typique de notre époque ? Sans doute a-t-il existé de tout temps, mais il a pris de nos jours une ampleur démesurée. Des gens ont cru qu'ils s'aimaient tendrement, très tendrement. Ils ont mené pendant des années une existence idéale. Là, soudain éclate la haine la plus aiguë. Si elle ne surgit pas tant que le couple est encore jeune, elle se réserve pour les approches de la cinquantaine, l'âge de la grande métamorphose sexuelle, et la voici tout à coup déchaînée, un cataclysme. Rien n'est plus saisissant, rien n'est plus bouleversant que l'explosion de haine qui dresse l'un contre l'autre deux êtres qui soudain ont cessé de s'aimer. L'orage éclate de la façon la plus imprévisible et lorsque l'on connaît la vie intime des gens, on voit que c'est un cas pour ainsi dire universel. Personne n'y échappe, pas plus la femme de ménage que la gouvernante, pas plus la duchesse que la femme du sergent de ville. Et ce serait assurément le spectacle le plus tragique qui soit si l'on savait qu'il représente au fond de chaque être, sans distinction de sexe, la révolte du corps devant les contrefaçons de l'amour. Voilà. Merci. Alors, qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce passage ? Les contrefaçons de l'amour. Je pense que beaucoup d'histoires d'amour sont en fait des histoires sexuelles qui ont cherché une justification sentimentale. Moi, j'ai écrit La vie sexuelle de Catherine M., entre autres pour défendre l'idée que le désir qu'on peut éprouver pour un autre ne signifie pas forcément l'amour, qu'on peut éprouver ce désir sans pour autant être amoureux, et aussi qu'on a le droit éventuellement, selon les circonstances, de satisfaire ce désir. Donc je trouve très, très juste qu'en 1929, Laurence ait déjà pointé ce malentendu, en quelque sorte, qui fait que des gens souvent encore assez jeunes se précipitent l'un vers l'autre, ont un plaisir fou à faire l'amour ensemble et commencent à bâtir une vie ensemble, à faire des enfants, tout ça parce que ils associent ce désir très fort avec le sentiment amoureux. Mais bien souvent, elle constate que Laurence fait dans ce passage, en observant des couples autour de lui, moi je ne cesse aussi de le faire, ce constat de couples qui se séparent parce qu'il y a eu ce malentendu et qu'ils ont vécu une partie de leur vie ensemble, mais dans une contrefaçon de sentiments. Voilà. Donc c'est ça qui m'a intéressée. C'est pas très sexy. On va essayer de rebondir pour ça. Oui, on va. Oui. Alors, ce qui est intéressant justement dans L'amant de Lady Chatterley, quand vous parlez des scènes d'amour entre les deux personnages, Lady Chatterley et le garde-chasse, vous parliez du fait que
la première fois, en fait, précisément, ça rate. Ben oui. Oui, oui, d'une manière très classique, il est allé trop vite. Bon, ça c'est vraiment un grand classique. Alors c'est une des raisons. Et l'autre raison qui est plus intéressante, elle n'est pas physiologique là, elle est morale, c'est qu'elle ne se met pas psychologiquement dans la situation de s'abandonner complètement. Il le dit, c'est une femme moderne. Et une femme moderne, elle a une certaine conscience d'elle-même, elle fait attention à ne pas se compromettre. Et donc, à la fois, elle se laisse aller à ce désir qu'elle éprouve pour cet homme. Et en même temps, dans le moment même où il faudrait qu'elle s'abandonne, elle a une sorte de surmoi qui lui pose des questions et qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais là avec ce garde-chasse? Si tu te livres comme ça au garde-chasse, alors tu es capable de te donner au premier venu. » Voilà, elle a un surmoi qui la culpabilise en partie et qui l'empêche évidemment d'éprouver les sensations qu'elle devrait éprouver à ce moment-là. Et ça, je pense que même encore maintenant, bien sûr, les femmes assument ça peut-être plus facilement là aussi aujourd'hui qu'au début du XXe siècle. Mais je pense qu'il y a encore chez beaucoup de femmes la préoccupation de savoir qu'est-ce qu'il va penser de moi, qu'est-ce qu'on va penser de moi si voilà, j'affiche une certaine disponibilité sexuelle, une certaine liberté sexuelle. Ben, vous faites le lien en fait dans votre essai avec les femmes contemporaines en disant que aujourd'hui, elles ne sacrifient plus sur l'autel de la famille ou des convenances, mais ça serait plutôt sur l'autel de l'idée qu'on se fait de soi en tant que femme moderne. Oui, c'est une chose qui est très constante chez Laurence, cette idée que dans nos sociétés modernes, et je trouve que la sienne annonce beaucoup la nôtre, les êtres sont très préoccupés par leur image et la manière dont ils vont apparaître aux yeux des autres dans la société, et qu'ils se construisent des personnalités. Et en fait, Laurence se moque beaucoup de ça, du fait de vouloir absolument se construire une personnalité. Il pense qu'il faut être un peu plus à l'écoute de ses désirs profonds, voire de ses pulsions, et de ne pas être obsédé par l'image que l'on présente de soi, je dis comme ça socialement, mais même dans une relation amoureuse, même dans une relation de couple. On ne cède pas parce qu'il faut proposer une image de soi opposée au désir de l'autre ou à la volonté de l'autre, une image de soi aussi très volontaire, ferme, persuadée de son bon droit, etc. Et je crois que on a beaucoup ça aujourd'hui, cette instance. Il faut avoir une personnalité. Voilà. Il faut, même dans la publicité, on vous vend des vêtements, des lunettes, de je sais pas quoi, pour que vous mettiez en valeur votre personnalité. Mais ça, il est très critique sur cette idée-là de la personnalité. Ce qui vous a aussi... C'est une fabrication. Oui, toute identité finalement est une Oui, forme c'est une fabrication et elle est particulièrement contraignante, je trouve, aujourd'hui, quoi. Oui. Oui, c'est la fatigue d'être soi, comme dirait Alain Ehrenberg. Oui. En fait, ce que vous avez un peu dit jusqu'ici, mais que vous avez dit d'ailleurs dans votre article, que vous reprenez dans votre essai, c'est ce qui est intéressant pour vous chez Laurence, c'est que l'émancipation féminine, certes, elle est importante, elle est fondamentale, mais c'est surtout la jouissance sexuelle de la femme qui va pouvoir lui donner véritablement une liberté. Il y a quelque chose dans cet ordre. Oui, c'est... En fait, le plein accomplissement de la jouissance sexuelle. Les deux vont ensemble. Parce qu'à l'époque de Laurence, on est d'abord dans justement le progrès en ce qui concerne le statut social de la femme. Oui, bien sûr. Lui, ce qui pointe, c'est qu'il faut aussi la jouissance sexuelle. Bien sûr. En fait, je crois qu'il a surtout, il n'a pas dit qu'il fallait, il a constaté que c'était comme ça que ça se passait. Parce qu'en fait, il est certain que ces femmes qui ont
D'ailleurs, il y a beaucoup de personnages dans ces romans qui sont des femmes séparées de leur mari, voire qui n'ont pas été mariées, mais enfin qui sont des femmes qui travaillent. C'est pas toutes des aristocrates comme Constance Chatterley. Ce sont des femmes qui ont leur autonomie économique. Elles ne dépendent pas d'un homme pour vivre, à la différence, par exemple, de la mère de Laurence, qui était prisonnière, en quelque sorte, de son statut de femme mariée, en plus un pauvre mineur. Donc, en fait, ces femmes qui commençaient à s'émanciper et à gagner aussi une place dans la société en acquérant le droit de vote, elles ont acquis aussi le droit de changer de partenaire. Elles n'étaient plus obligées n'avoir de rapport sexuel qu'avec un seul homme, l'homme avec qui elle était mariée, éventuellement avec un amant comme dans Balzac. Mais elles pouvaient aller d'un homme à un autre, etc. Et je pense que en fait, dans ce moment-là de notre civilisation, les femmes se sont rendues compte qu'elles avaient un droit à la jouissance au même titre que les hommes. Alors bien sûr, la jouissance de l'autre, on la fantasme toujours, on pense toujours qu'elle est quelque chose de plus fort que ce qu'on a nous et qu'on n'arrive pas à atteindre, etc. Bon, il y a beaucoup de malentendus de cet ordre, mais néanmoins, au-delà de ça, d'abord, je pense que beaucoup de femmes ont découvert à cette occasion ce qu'était en effet le plaisir dans la sexualité. Je pense qu'on a eu affaire à des générations et des générations auparavant de femmes qui avaient peut-être pas traversé toute cette vie sans rencontrer le plaisir sexuel. C'est surtout qu'on n'en a pas vraiment... Enfin, ce que vous disiez, qu'il n'y avait pas vraiment de traces de témoignages sur ce thème. Si on m'apporte des témoignages, je serais curieuse de les connaître. On a des écrits d'hommes, bien sûr. On a les mémoires de Casanova, par exemple, qui racontent ses conquêtes sexuelles, qui les raconte d'ailleurs avec beaucoup de talent et puis avec, je dirais même, une certaine attention portée aux femmes, à ses partenaires. Mais enfin, ça ne remplace pas le témoignage vraiment d'une femme qui aurait raconté de la même façon ses conquêtes sexuelles. Or voilà, ce que l'émergence des mouvements féministes fait apparaître, c'est aussi que les femmes, maintenant, cherchent aussi, comme un homme, le plaisir. Si elles ne le trouvent pas avec un partenaire, elle va en trouver un autre. Et alors, même, elle va le trouver avec une autre femme. C'est la grande époque des garçons et de l'homosexualité féminine. Enfin, ça, Colette en a très bien parlé. Donc, et justement, elle en parle très différemment de Laurence, pour le coup. Oui et non, ils sont d'accord sur certaines choses quand même. Ils sont d'accord. Alors, bon, Colette, c'est quand même un petit peu, pour certains des romans, c'est quand même un peu avant Laurence. Elle n'a pas encore, disons, la licence qu'il a pour raconter les scènes sexuelles. Mais par rapport justement à ces figures féminines auxquelles s'identifier, ils sont quand même d'accord sur le fait que la femme n'a pas à chercher ses modèles dans l'homme. Voilà. Il y a des pages assez sévères de Colette sur les femmes qui singent les hommes. Et elle en a connu certaines de très très près. Oui, c'est assez amusant parce que en fait, justement, elle a fait cette expérience quand même d'être très très liée à des femmes comme ça, qui vraiment se comportaient, s'habillaient comme des hommes. Et pareillement, chez Laurence, on trouve des moqueries contre ou en tout cas parfois de l'ironie devant ces femmes qui singeaient les hommes, quoi, en fait. Et ça, c'est une difficulté. Je pense qu'on l'a moins aujourd'hui, ça. Je pense que les femmes, quand même, aujourd'hui, même tout en étant des féministes assez intransigeantes, arrivent à trouver, à présenter des images d'elles-mêmes qui sont... hors d'autoréférent masculin. Qui sont plus...
plus juste comme ça, oui. Oui, ce qu'on ait besoin forcément de singer l'homme, de se comparer à un modèle masculin. Oui, je pense peut-être que le nouveau féminisme. Moi, ça existe encore. Hein. Moi, je suis frappée des fois dans le comportement de très jeunes femmes comme ça que j'observe autour de moi, qu'elles ont des fois, par exemple, dans leur vocabulaire, elles parlent comme des garçons exprès en affichant une vulgarité délibérée comme ça. Bon, mais ça, bon, c'est peut-être le fait d'une très grande jeunesse, c'est que ça peut aussi passer. Mais c'est moins bon. Voilà, on n'est plus à l'époque de la garçonne, quoi. Voilà. Est-ce que vous voulez nous lire le deuxième passage que vous aviez sélectionné, qui est alors, qui est justement sur l'image que les femmes. C'est pour ça que j'y pensais. Oui. Alors, il s'agit d'un article en fait que Laurens a écrit. C'est un article de 1929, donc c'est pareil. Il est contemporain de l'extrait que j'ai lu tout à l'heure. Et c'est vraiment la fin de la vie de Laurens. Il est mort en 1930. Et donc, c'est tout de suite après la parution, la non-parution de Lady Chatterley. Ça s'intitule « Les femmes changent-elles » ? On parle beaucoup de choses qui, comme la fécondation... Alors, c'est drôle parce que vous allez voir... Enfin, j'ai choisi cet article parce qu'il est assez drôle. Et puis, vous allez voir qu'il parle de choses qui nous intéressent encore aujourd'hui. On parle beaucoup de choses qui, comme la fécondation artificielle, doivent se passer dans l'avenir et supprimeraient toutes les absurdités de l'amour, rendant la femme indiscernable de l'homme. Mais tout cela me paraît être une blague. Nous aimons à nous considérer, nous autres modernes, comme des êtres très neufs sur la surface de la Terre. Il me semble que nous nous flattons. Automobiles et aéroplanes sont quelque chose de nouveau, sinon de neuf, on pourrait faire la distinction. Mais les gens qui sont dedans sont seulement des gens, pas très supérieurs, semble-t-il, à ceux qui voyageaient en litière, en palanquin et en char, et qui allaient à pied d'Égypte jusqu'au Jourdain au temps de Moïse. L'humanité paraît avoir une infinie capacité à demeurer la même, c'est-à-dire humaine. Bien sûr, il y a toutes sortes de manières d'être humain, mais je suppose que tout existe et se manifeste également aujourd'hui. N'y a-t-il pas autant de petites Cléopâtres, de Sémiramis, de Judith, de Ruth et même de Mère Ève que dans un passé immémorial ? Les circonstances font d'elles de petites Cléopâtres, de petites Sémiramis, au lieu des grandes de jadis, parce que notre époque préfère la quantité et néglige la qualité. Mais les gens sophistiqués demeurent sophistiqués, qu'il s'agisse de l'Égypte ou de l'Atlantide. Et ils se ressemblent tous. La seule variante est dans la proportion qui existe entre les gens qui se prétendent modernes et les autres, entre les sophistiqués et ceux qui ne le sont pas. Et il existe aujourd'hui une grande majorité de gens sophistiqués qui sont probablement bien peu différents de ceux de toutes les autres civilisations depuis que l'homme existe. Les femmes font partie de la parade humaine. Elles ne sont pas d'une espèce différente, elles ne sont pas quelque chose de nouveau comme les murs de ronces ou la soie artificielle. Elles n'ont jamais été que des femmes et ne sont pas autre chose aujourd'hui, quoi qu'elles en pensent. On dit que la femme moderne est un type nouveau, mais est-ce exact ? Je pense, en fait, j'en suis sûre, que de tout temps il exista des femmes comme les nôtres et que vous ne les eussiez pas trouvées différentes dans le mariage de votre femme actuelle. Les femmes sont des femmes, elles traversent seulement des phases différentes. À Rome, à Syracuse, à Athènes, à Thèbes, il y a plus de 2 ou 3 000 ans, existait la madame actuelle avec sa frange, ses fards et ses parfums, et qui inspirait aux hommes à peu près les mêmes sentiments qu'elle inspire aujourd'hui. J'ai vu dans un journal illustré allemand l'image d'un jeune couple moderne accoudé, la nuit, à un balcon dominant la mer. Lui, regardez comme les étoiles scintillent sur l'océan agité. Elle, la barbe, ma chambre est au numéro 32. Il est admis que cette manière de faire est très moderne, la femme moderne par excellence. Mais je crois que les femmes de Caprice ou Tibère disaient la barbe à leurs amants romains ou campaniens d'une manière tout à fait identique, de même les femmes d'Alexandrie au temps de Cléopâtre. Certaines phases de l'histoire sont modernes. À mesure que tourne la roue, les femmes deviennent modernes, puis redeviennent anti-modernes. Les femmes romaines du Bas-Empire étaient sans doute modernes, de même que celles de l'Égypte des Ptolémées. De vraies femmes, genre la barbe, seuls les autels étaient différents. Bon, voilà, je pourrais continuer, mais c'est... Après, il y a le fait... Alors, il parle après de la fille moderne.
qui évidemment, qui, en disant ma chambre est au numéro 32, sous-entend au fait. Et il lui commente, mais le fait, quand on y vient, est une bien mince petite affaire, extraordinairement mince quand on y pense. Ce n'est guère mieux qu'un point final. La fille moderne en arrive si bien au fait et d'une manière si répétée que sa vie n'est plus qu'une succession de points finaux, une série de points. La barbe, mon petit. Quand elle en arrive à 1000, elle en a un peu assez des points et des faits. Alors là, moi, dans le livre, je commente ce passage en disant mais non, c'est pas le fait d'avoir mis ce point final 1000 fois qui change le comportement. Je ne crois pas. Je pense que c'est d'autres facteurs dans l'évolution de notre vie. Et là, alors il continue. La fille moderne se met alors à gémir et à réclamer un misérable écho d'un passé sentimental. Voilà. Et alors le garçon cède et recommence un jeu sentimental et il termine, le voilà bien, le couple hyper moderne. Voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi dans cet essai, c'est que vous parlez de Lawrence à l'aune aussi de votre expérience. Vous parlez aussi de vous, finalement. Oui. C'est un procédé qui rappelle un peu Dali et moi, si je puis dire. Oui. Bah, c'est-à-dire que, en fait, je suis embarquée maintenant dans cette histoire autobiographique. J'ai donc, comme vous le rappeliez, publié 3 livres autobiographiques. Et en fait, entre la vie sexuelle et puis Jour de souffrance, j'ai intercalé un livre qui s'appelle Dali et moi, donc quand même Dali et moi, bon, parce que je m'étais intéressée pas tant seulement à la peinture de Salvador Dali qu'à ses écrits, c'est un peu comme Laurence, j'estimais que c'était pas assez connu, et qui étaient aussi des écrits principalement autobiographiques et qui m'avaient permis de réfléchir à la question du narcissisme, etc. Et forcément, quand vous commencez à vous intéresser à un peintre ou à un écrivain, c'est une part de vous-même qui est prise en otage par ce peintre ou cet écrivain. Et moi, je pense qu'il faut le dire. C'est pas simplement parce que ces passages autobiographiques qui viennent s'intercaler comme ça, soit dans l'essai sur Dali, soit dans l'essai sur Laurence, c'est pas simplement parce que je peux pas m'empêcher de parler de moi, c'est aussi parce que je crois qu'il faut très honnêtement dire pourquoi personnellement on s'intéresse à tel peintre ou à tel écrivain. Après tout, Pierre Bourdieu, quand il a fait son livre sur Flaubert, il devait avoir des raisons très, très personnelles de s'être intéressé à Flaubert. Simplement, c'est un sociologue, il nous les tait, il ne nous les dit pas. Et moi, je trouve que ça serait plus intéressant qu'il nous les dise, parce que je suis persuadée que ça éclairerait pas simplement, d'ailleurs, la propre personnalité de Bourdieu, mais que ça éclairerait aussi encore autrement celle de Flaubert. Donc voilà, c'est presque, je dirais, c'est... L'insertion de ces passages autobiographiques, c'est presque, pour moi, une exigence, entre guillemets, scientifique. C'est-à-dire que qui est la personne qui vous parle et qui vous renseigne sur Dali ou sur Laurence? Voilà. J'ai l'ambition de vous apprendre quelque chose sur ces deux personnalités, mais pourquoi j'ai cette ambition? Par où c'est passé? Et je pense que voilà, c'est plus honnête de ma part de le dire. Alors, concernant Laurence, c'était encore plus nécessaire dans le fait que, en effet, c'est un auteur qui a écrit beaucoup sur les femmes, sur la sexualité des femmes, que c'est quelque chose qui me concerne de très près. Mais c'était, voilà, c'est une question presque d'honnêteté intellectuelle, je dirais. Presque une nécessité éthique, finalement. Oui, voilà, oui, vraiment. C'est comme ça que Par exemple, en fait, il faut savoir que dans le procès d'écriture, il m'est arrivé de réinjecter des passages plus personnels, donc qui ne m'étaient pas venus forcément spontanément, mais justement pour étayer ma démonstration, en quelque sorte, pas simplement pour raconter ma vie une fois de plus. Alors, il y a quelque chose dont on a un peu moins parlé,
c'est le fait que donc Lawrence était aussi un très grand poète, Oui. et notamment dans sa célébration de la nature, Oui. des paysages, c'est aussi un aspect important. C'est un aspect qui apparaît un peu, je dirais, dans la première partie de votre livre, dans le fait que ces voyages, l'amour des grands espaces, Oui. il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. Oui, oui. Et alors, bon, ça fait aussi partie de pour les Anglais, c'est un de leurs plus grands poètes. Hein, et il y a dans la collection de poésie de Gallimard, là encore, un ou deux volumes, mais un je crois, de poèmes de Lawrence qui a été traduit. Mais il a publié de son vivant plusieurs recueils de poèmes. Alors, et ça se retrouve en effet dans ces romans. Vous avez raison. Il y a des passages. La nature joue un rôle dans certains romans de Lawrence, un rôle très très présent. J'ai des citations, par exemple, de son personnage qui est, alors là pour le coup, très autobiographique, qui est le héros du roman qui s'intitule Kangourou et qui se passe en Australie, et les sensations éprouvées par ce personnage au bord du désert, enfin au bord de ce que les Australiens appellent le bush, c'est très beau en fait, parce que tout d'un coup la personne entre en relation avec une nature qui n'est pas simplement la nature telle qu'elle apparaît comme ça, mais c'est aussi la nature géologique, c'est-à-dire que ce paysage aride, en quelque sorte, dans la perception que le personnage en a, réveille aussi voilà, les millénaires qui ont été nécessaires à, en quelque sorte, son apparence actuelle, enfin sous les yeux du personnage. Et ça, il y avait que le fils de mineur qui pouvait imaginer ça, de vous décrire la nature en remontant ou en descendant plutôt dans les couches géologiques qui l'ont produite, comme ça, sur des millénaires. Ça, c'est très beau. Mais par ailleurs, alors ces poèmes, proprement dit, moi, ce que j'aime dans la poésie de Lawrence, je vais faire plaisir à mes éditeurs, qui sont aussi les éditeurs de Michel Houellebecq, c'est que de temps en temps, en lisant la poésie de Lawrence, je pense un peu à la poésie de Michel Houellebecq, qui en fait, parfois, et c'est ça que je trouve très, très réussi chez l'un comme chez l'autre, c'est un paradoxe de dire les choses comme ça, mais c'est une poésie souvent très prosaïque. Et ça, je trouve que c'est très beau, en fait. Moi, je pense que Houellebecq est un grand poète. Et je pense que Lawrence était aussi un très grand poète. Et dans L'amant de Lady Chatterley, cet amour de la nature, en tout cas, les paysages jouent aussi un rôle. Alors, oui, ça nous met en condition pour les scènes d'amour, en fait. Il y a des descriptions de la nature, de la forêt, de la transformation de la forêt avec le printemps qui arrive, etc. Et tel que Constance Chatterley l'aperçoit en traversant cette forêt pour rejoindre son amant, qui nous prépare un peu au plaisir qu'elle va prendre avec lui, quoi. Oui. Mais dans le film de Pascal Ferrand, donc, qui est l'adaptation de L'amant de Lady Chatterley, oui. Elle a donné une interprétation particulière du livre, et elle a joué aussi beaucoup sur les paysages. Je crois que vous n'étiez pas tout à fait d'accord avec la vision qu'elle avait du livre. Oui, non, moi enfin, d'abord parce que forcément au cinéma, vous pouvez pas. En fait, au cinéma, sauf à faire un film pornographique, vous pouvez pas être aussi cru que dans la littérature. Donc finalement, on est très, très en deçà de l'effet produit par les pages de Lawrence. Et puis je trouvais que le film insistait un peu, mais enfin bon, on n'est pas là pour dire, pour critiquer des gens, mais le film insistait un peu trop sur le, comment dire, les ébats dans la nature, justement, parce qu'en fait, voilà, moi j'ai un souvenir de certaines scènes de ce film, la fameuse scène où il court comme ça complètement nu sous la pluie. En fait, il faut savoir que dans le roman, la scène se termine, il
tombent par terre et ils font l'amour là, sur le chemin. Bon, ça, on ne le voit pas dans le film. Parce que, en fait, étant donné que l'orage est terrible, on se dit ils sont en train de se rouler dans la boue. En fait. Et ça, évidemment, Pascal Ferrand, elle a préféré montrer comment ils se couvrent de fleurs, comme ça. Il y a un petit côté flower power, qui moi, m'avait pas tellement plu. Et je trouve plus intéressant parce que c'est plus osé et puis c'est ça. L'amour dans la boue. Ça nous rappelle à notre part animale quand même et ça aussi ça m'a intéressée. C'est pour ça que d'ailleurs à la fin du livre il y a un curieux parallèle entre Georges Bataille et puis D.H. Lawrence. On arrive un peu à la fin du temps écoulé. Je vais vous remercier déjà. Non, c'est moi qui vous remercie beaucoup. Voilà, et je vais donner la parole à la salle, si jamais quelqu'un aurait une question pour Catherine Millet. Sur le plaisir féminin. Alors. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aussi une contrefaçon qui peut être l'inverse de la découverte par le désir et le plaisir, qui se transforme en amour, qui est une contrefaçon, et qui pourrait être l'idée du besoin de construire un couple, notamment pour les femmes, le besoin de chercher le père celui qui sera le père de leur enfant, et de créer ainsi une autre forme de contrefaçon. Oui, si je comprends bien votre question, oui, je pense qu'il y a... oui, je pense que... Moi, enfin, mon opinion, je suis toujours un peu gênée d'aborder ces sujets-là parce que, en fait, je suis un mauvais exemple de ça. J'ai pas d'enfant. Finalement, j'aurais vécu avec 2 hommes dans toute ma vie. J'en ai connu un certain nombre d'autres. Mais je suis toujours un peu mal à l'aise parce qu'en fait, je ne suis pas quelqu'un de, comme je dis souvent, de sentimental. J'ai jamais été, dans le courant de ma vie, dans le besoin de construire une histoire d'amour. Voilà. Et même, je me suis toujours beaucoup méfiée de ça. D'ailleurs, pour dire un mot, c'est un peu ce qui me semble-t-il me sépare de quelqu'un comme Christine Angot, parce que Christine, dans ses romans qui sont quand même plus ou moins le reflet de sa vie, il y a toujours ce désir comme ça de vivre une belle histoire d'amour, et puis des fois ça rate pas, mais des fois ça rate. Et moi je ne me suis jamais trouvée dans ce désir-là. Un jour, je connaissais un homme depuis assez longtemps, j'avais une relation avec lui depuis assez longtemps, y compris sexuelle, et je me suis dit, au bout de tout ce temps, c'est que vraiment il y a un lien amoureux très fort là, mais qui s'est construit dans le temps. Je peux pas témoigner du coup de foudre, par exemple. Alors je dis pas que, après tout, quelque chose peut pas se bâtir sur le coup de foudre, mais tel que j'observe les êtres autour de moi, je trouve que bien souvent ils se précipitent dans le roman. Et évidemment, au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, des fois, il n'y a pas de happy end. Une autre question ? Oui, je crois que c'est à vous, enfin, il me semble. Merci. Alors moi, il y avait une chose qui m'avait un peu frappée quand j'avais lu le roman. J'avais constaté par la suite que ça a été sûrement déjà beaucoup commenté, mais j'aurais bien aimé savoir ce que vous pensiez de ça. C'est l'utilisation de la métaphore du bec. Lors des rapports sexuels, le garde-chasse semble un peu perturbé par l'attitude de Lady Chatterley qui... Ah, pardon, j'ai pas entendu. Quelle partie ?
Par l'attitude de Lady Chatterley lors des rapports avec ce bec, qui ne comprend pas trop ce que c'est. Donc voilà, c'était pour savoir ce que vous pensiez de toute cette métaphore dans le roman. Je crois que je n'ai pas tout entendu, en fait. Je ne sais pas s'il y a une question de... Alors, je pense que c'est une métaphore qui est utilisée, qui est la métaphore du bec, c'est ça? Oui. Du bec. Enfin, en anglais, c'est beak, et c'est ce qu'il utilise pour parler du clitoris. Ah! Alors, je ne sais pas comment c'est traduit en français. Bah moi non plus, j'ai pas le souvenir alors. Ce qui va rendre la question difficile. Enfin, difficile de répondre quand on ne se souvient pas. Oui, là c'est un peu la colle. Bon, il faudrait replonger parce que alors je sais pas comment le mot est traduit alors pour le coup. Enfin, je sais pas. Il faudrait retrouver le passage exact. Parce qu'il y a plusieurs passage dans lequel l'amant constate qu'à la fin du rapport, la femme cherche encore le plaisir, un plaisir clitoridien, donc dans lequel il est moins actif, et il s'interroge sur... Ah oui, alors ça c'est dans les passages avec le premier amant. D'accord, alors c'est peut-être aussi... Oui, alors peut-être qu'il y a ça aussi dans le rapport avec le garde-chasse, mais non, bien sûr qu'en fait, cet amant-là, ce jeune intellectuel la laisse insatisfaite et elle poursuit le rapport en pratiquant une sorte de masturbation. En fait, elle garde son organe en elle et elle pratique une sorte de masturbation comme ça. Je pense que c'est à ça que vous faites allusion. Oui. Et alors, moi, je ne connais pas cette pratique. Et je ne sais pas si finalement elle est si satisfaisante et si elle parvenait aussi bien à la jouissance de cette façon-là. Toujours est-il qu'en effet, l'amant réagit très très mal à ça, parce qu'il se sent exclu. Et ça alors, par exemple, je crois que c'est une chose qui a quand même, me semble-t-il, sans doute beaucoup disparu dans les rapports dans le rapport sexuel entre les hommes et les femmes. Je crois que les hommes acceptent mieux la masturbation féminine que sans doute du temps de Laurence. Merci. Je ne sais pas si c'était ça dont vous vouliez me faire parler. Oui, enfin c'est... Oui, bonjour Madame Millet, vous nous avez dit que vous avez attendu qu'on vous demande de parler de Laurence pour lire la bande de Lady Chatterley. Moi, personnellement, j'ai attendu que vous me parliez de la bande de Lady Chatterley pour le lire. Et j'ai découvert en vous écoutant qu'il y en avait un certain nombre de versions. Donc si on se tourne sans doute vers les éditions anglaises, où je pense qu'on doit trouver toutes ces différentes versions. Non, mais elles sont traduites. Elles sont toutes traduites. Oui. Est-ce que pour vous, il y en aurait une qui est privilégiée par rapport à une autre? Comment est-ce qu'elles se positionnent les unes par rapport aux autres? Moi, j'aime beaucoup disons que la première est peut-être pas la plus intéressante parce que les scènes justement sexuelles sont moins abouties. C'est une version qui, dans mon souvenir, est aussi un peu plus courte. Moi, j'aime beaucoup la deuxième version. Où il y a aussi une dimension. Alors peut-être parce que le garde-chasse justement est moins polissé que dans la troisième. Il lui a arrondi un peu les angles dans la troisième version. Donc il est plus brut ce garde-chasse. Et puis j'espère pas confondre parce que bon. Mais je pense aussi que dans la deuxième version, il y a une dimension sociale qui est peut-être un peu gommée dans la troisième version. C'est-à-dire que là, Constance Chatterley, dans la deuxième version, est très, très concernée par les transformations de la société. Elle est très à l'écoute. Elle va rendre visite une fois que le garde-chasse a été chassé par son mari. Elle va lui rendre visite et il vit dans une famille comme ça d'ouvriers. Et les passages qui concernent ces scènes-là sont peut-être plus appréhendés avec un point de vue social que dans la version définitive. Il y a, voilà, Constance Chatterley a une conscience sociale peut-être plus forte dans la deuxième.
Bon, eh bien, je pense que si jamais d'autres personnes ont des questions, ça peut se régler devant un verre. Oui. Voilà. Pas simplement un verre d'eau. Oui. Voilà. Un verre plus riant qu'un verre d'eau. Merci beaucoup. Merci à vous, Catherine Millet.